me donner la fin la plus déprimante que vous ayez jamais vue dans un film. Vous savez, ce genre de fin qui vous laisse un arrière-goût en bouche qui reste longtemps après le visionnage. Pas vraiment un cliffhanger de dernière minute, mais plutôt un final inattendu ou qu'on espérait ne pas voir. Tout se joue dans la narration. Si un personnage s'entête sur un chemin rempli de crimes et de violence, il y a fort à parier que l'issue le soit telle aussi. Mais moi aujourd'hui, je veux parler d'une fin où l'espoir est permis jusqu'à la dernière seconde, où on attend que tout finisse bien, mais qui dans un élan de nihilisme ou de réalisme le plus total, vous brise le cœur pour toujours. Des films comme ça, il y en a beaucoup, mais pour éviter de vous spoiler une tonne de bijoux du 7e art, je vais juste vous laisser l'espace commentaire pour me donner les vôtres. Et pendant ce temps, moi, je vais vous parler du film qui m'a le plus choqué de probablement toute ma vie, Alpha Dog. Sorti en 2006 et réalisé par Nick Cassavetes, à qui l'on doit John Q ou encore N'oublie jamais, Alpha Dog est ce genre de film avec un casting 5 étoiles qui attire tout de suite l'attention. L'histoire se déroule en 1999 en Californie et on y suit une bande de jeunes issus de la classe moyenne, âgés d'à peine une vingtaine d'années, vivant alors une existence insouciante jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Le personnage principal du film, Johnny, est le fils d'une figure de la pègre locale nommée Sonny Truelove et interprété par nul autre que Bruce Willis. Les deux sont des dealers de weed, mais là où son père est un homme malin et discret, son fils, qui veut faire sa place dans le milieu, est une véritable tête de con pourri gâté, et c'est dans cet environnement que gravitent Chico, Pic, Elvis et Frankie, tous des potes de Johnny qui le suivent comme un leader, mieux encore, comme le mâle alpha. Au passage, c'est d'ailleurs le titre québécois du film, car il s'agit bien de ça justement, les rapports de domination au sein d'un groupe de jeunes plus ou moins paumés et les conséquences que cela peut avoir. La hiérarchie est très claire, Johnny est le chef, Frankie son bras droit, et Elvis lui est au plus bas de l'échelon. Il a des dettes envers Johnny et se retrouve à faire toutes les corvées de la maison où il est traité comme de la merde. À tout ça s'ajoute Jake Mazurski, à l'origine un ami de la bande et dealer de la gamme de Johnny, mais qui se retrouve lui aussi à avoir des dettes envers le leader. Complètement aliéné par son mode de vie, c'est après une dispute entre les deux que Jake se retrouve en guerre contre le groupe et va jusqu'à cambrioler et saccager la belle maison de Truelove en lui laissant une surprise au passage. Une merde grosse comme mon poing, un étron long comme ça. Oh, je le crois pas. Il est cinglé ou quoi? Bref, Jake est clairement déséquilibré en plus d'être ultra violent, ce qui fait de lui un concurrent direct à Johnny et met à mal sa position de meneur. On pourrait croire que je parle de gangs bien établis et expérimentés, mais en réalité, c'est juste des petits voyous sans grand intérêt. Mon fils, c'est un dealer, non. S'il a vendu un peu d'herbe, oui. Un peu d'herbe. C'était le plus gros fournisseur de toute la San Gabriel Valley. Johnny va donc chercher à se venger de son rival et à l'enlever, mais tombe par hasard sur le petit frère de celui-ci, Zach, qui est un ado de 15 ans vivant dans l'ombre de son frère, et aux parents inquiets qu'ils prennent le même chemin que ce dernier. C'est dans un élan d'envie de liberté et après une dispute qu'il fuit le foyer familial et se retrouve mêlé à une guéguerre d'une valeur de 1200 $. Une somme certes importante mais dérisoire une fois mis face aux conséquences d'un kidnapping, vous en conviendrez. C'est évident que Johnny devait se venger. C'est le business, merde. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner quand des petits délinquants nourris au gangsta rap décident d'agir comme si c'était des gros durs pour une histoire de respect? A priori, pas grand chose, surtout que Zach est très compréhensif sur la situation, et parce que Frankie, apparemment le membre le plus sensé du groupe, a alors la charge de garder en sécurité le jeune ado tant que son grand frère n'a pas réglé sa dette. S'ensuit donc 2 journées plutôt lambda, entre fêtes et jeux vidéo, où Zach découvre petit à petit la liberté de faire ce qu'il veut à l'abri de sa mère. Jusqu'à là, c'est donc une jolie histoire d'émancipation du contrôle parental qui semble être vraiment pesant pour l'ado. Elle arrive à me réveiller parce qu'elle me regarde dormir. Putain, mais ça me gave, merde. On dirait qu'elle est amoureuse de moi, qu'elle peut pas vivre sans moi. T'as de la chance, t'en es conscient. Si tu veux, on échange. Mais le cadre dans lequel les événements se passent rappelle sans cesse le malaise de la situation. Faut dire que ouais, c'est cool pour le petit Zach de s'intégrer petit à petit à la bande. Mais Johnny, lui, ne rigole pas et mène une véritable guerre contre son frère. Ça peut nous ramener de gros problèmes. Des problèmes. Des putains de sacrés gros problèmes. Il va y avoir un truc à faire, ouais, il y a une solution, mais j'ai pas encore trouvé laquelle.
L'inquiétude du spectateur est d'ailleurs distillée tout le long du film par des choses toutes simples. Déjà, la narration n'est pas habituelle et lorgne vers le documentaire. Le long métrage est donc entrecoupé de moments d'interview des protagonistes, et l'ajout de texte signalant au spectateur chaque témoin d'une scène impliquant Zach nous met la puce à l'oreille que l'histoire qui nous est racontée va sûrement déraper à un moment. C'est tout con, mais ça marche véritablement comme un compte à rebours qui commence au moment même où celui-ci est enlevé. Et avant de spoiler le film, on va revenir un peu en arrière. Comme je l'ai dit, le film est sorti en 2006, mais les événements prennent place quelques années auparavant, et c'est pas anodin. 1999 est une année clé dans la compréhension de ce qui se joue dans le film. Je ne vais pas rentrer dans les détails car je l'aborderai plus en profondeur dans ma vidéo sur Stifler et American Pie, mais la culture de cette époque pousse un paquet de jeunes ados à agir comme s'ils étaient au-dessus des lois. Woodstock 1999 en est d'ailleurs un parfait exemple, et c'est pas pour rien que Johnny True Love arbore une magnifique casquette New Era à la manière d'un certain Fred Durst. This is 1999, motherfucker! Les jeunes mâles de cette époque sont en pleine crise idéologique. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur Jackass et Fight Club, mais suffit de voir d'autres films comme Magnolia pour comprendre que quelque chose est en train de se passer à ce moment précis. Respectez la queue. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. C'est moi ici qui dis oui. Non. Maintenant. Ici. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. C'est d'ailleurs le sujet du livre Stift de Susan Faludi, qui explique une partie du problème en ces termes. Dans le passé, les hommes avaient des communautés qui les aidaient à trouver leur voie en tant qu'hommes. Mais aujourd'hui, le travail est devenu rare et les communautés réelles ont été remplacées par des communautés virtuelles. Un homme ne peut être un homme qu'en faisant semblant d'en être un. L'homme ordinaire n'est pas idiot, il sait qu'il ne peut pas être Arnold Schwarzenegger. Mais la culture remodèle son sens le plus fondamental de la virilité en lui disant que la masculinité est quelque chose dont il faut se draper et non puiser dans ses ressources intérieures, qu'elle est personnelle et non sociétale, que la virilité s'affiche et non se démontre. Si cela est un peu compliqué, je vous l'accorde, Tony Porter a peut-être une réponse plus simple à apporter. You know, men don't cry, men don't express their feelings and emotions. Gotta be tough, but I gotta be strong, gotta be courageous, gotta be all of this stuff. And a big one is no fear. And most of us have things that frighten us all the time, but we love to watch it and live it vicariously through other men. That's why Scarface is probably one of the greatest gangster movies of all time. Everything that we're talking about is connected to our fear of being viewed anything like a woman. 24 fois, les personnages s'insultent de manière homophobe. 24 fois où une insulte est utilisée pour questionner la virilité de nos personnages. Et si c'était seulement chez les ados? Mais non, la virilité est aussi un enjeu chez les aînés, notamment ceux de Johnny. L'homme n'est pas censé être un monogamiste. Il doit répandre sa semence chez autrui. Ouais, c'est très poétique. Donc on a des mecs pas très futés, sous weed et alcool, dans un pays où les armes à feu sont faciles d'accès et qui cherchent à tout prix à ne pas paraître faibles. Je vous repose la question, qu'est-ce qui pourrait mal tourner du coup? Ben vous l'avez compris, a priori, tout. C'est cette donnée qui est importante quand on visionne Alpha Dog, et c'est ce qui m'a frappé lors de mon premier visionnage quand j'étais ado. J'étais alors en pleine empathie envers Zach, qui découvre ses premières joies juvéniles, mais en ayant toujours conscience que le cadre dans lequel il évoluait était en réalité toxique. Le long métrage arrive parfaitement à jongler entre tout ça. Tantôt on est chill, limite à kiffer ce qui arrive au personnage, tantôt sur le qui-vive de ce qui pourrait lui arriver de mal à cause des autres. Et les indices que l'on a vus plus tôt, tout comme l'apathie constante qui entoure sa situation, finit par nous rendre toujours plus nerveux face à l'avenir de ce gosse. D'autant plus qu'il y a bien un personnage qui se rend compte que tout ça n'est pas normal. Je te dis que je contrôle la situation, ok? Dis oui, Frankie, tu contrôles la situation. Oui, Frankie, tu contrôles la situation. C'est bien. Le problème, c'est que la nonchalance, voire l'absence de conscience du danger, pousse Zach à relativiser sa situation. De son point de vue, tout se passe plutôt bien. Il idéalise Frankie, son mode de vie, et il profite même de tout ça sans se soucier du fait que ça pourrait dégénérer. Il est en confiance, il est loyal, et agit comme on lui a appris, comme un homme.
À partir de là, je vais devoir spoiler, car il est temps pour moi de revenir sur Jesse James Hollywood, et oui, c'est son vrai prénom. At first glance, Jesse James Hollywood and his friends seem like typical suburban teenagers. They grew up in loving middle-class homes and were given every chance to succeed in life. But somewhere along the way, Jesse allegedly went off track. Né en 1980 à Los Angeles, Jesse Hollywood est le fils de Jack Hollywood, un membre de la pègre de Los Angeles, dealer de weed notoire. Jesse James Hollywood est le chef d'une petite bande composée entre autres de William Squidmore, Benjamin Markovitz et Jesse Ruggie. Tous sont des amis d'enfance et ont été dans la Ligue Junior de baseball californienne. Le 6 août 2000, alors que Ben Markovitz doit à Hollywood 1200 $, ce dernier, accompagné de ses potes Jesse et William, tombe par hasard sur le demi-frère de Ben, le jeune Nicolas Markovitz, et décide de l'enlever. Vous avez compris, Alpha Dog est donc inspiré d'une histoire vraie, voire un peu plus qu'inspiré, c'est quasiment une reconstitution des événements. Nick Cassavetes a habité la région où s'est déroulé tout ça, et c'est en grande partie ce qui l'a motivé à réaliser et écrire ce long métrage, parce que de son point de vue, c'était important, et vu le résultat, je le pense aussi. Alpha Dog n'est pas l'histoire d'un simple groupe de jeunes qui dérapent, c'est la mise en image d'une société qui abandonne ses gosses, dont les parents sont trop occupés à leur activité professionnelle, voire de loisirs, du manque d'amour et de considération envers ses ados, paumés dans la vie d'adulte et à qui on a inculqué de très mauvaises habitudes. C'est un problème d'éducation, c'est tout. Éduquer les vôtres, et j'éduque le mien. C'est non seulement l'agissement des parents, mais de toute la société, comme ces nombreux témoins qui n'ont rien fait ou dit, que l'histoire qui nous est racontée est arrivée. De ce qu'on apprend aux jeunes garçons dès le plus jeune âge, et c'est sûrement ça qui m'a le plus marqué. La probabilité que cela n'arrive pas qu'une fois par malchance, mais de manière systémique. Car le vrai problème de Zach dans le film, mais aussi de Nick dans la réalité, c'est qu'ils ont agi comme s'ils n'avaient pas peur. En pleine confiance envers ses ravisseurs, Nick va être amené dans les collines du nord de la Californie par Jesse Ruggie, Ryan Hoyt et Graham Presley. En chemin vers leur destination, Graham fait demi-tour pour retourner à la voiture, celui-ci sachant ce qu'il se trouve au bout. Un trou creusé par ses soins à la demande de Ryan Hoyt. C'est alors là que pour la première fois dans le film, le jeune Zach montre qu'il a peur. Mis en confiance par Frankie, il accepte néanmoins d'être bâillonné et attaché par ce dernier. Je te ferai pas de mal, Zaki, tu me crois? Oui. Donne-moi tes mains. Ok. T'es mon pote. Je sais. Il était 6 h du matin. Et plusieurs voitures noires se sont garées devant et des hommes en costume sont descendus. Et ils sont venus sonner à la porte. Ils ont dit: on a retrouvé votre fils. Une mauvaise nouvelle. Très mauvaise. Investigators say the young men followed Hollywood's orders, taking Markowitz from the hotel to this remote area in the mountains above Santa Barbara. Then, according to investigators, Ryan Hoyt, using the gun given to him by Jesse James Hollywood, shot Nicholas Markowitz 9 times. Within the next 24 hours, everybody except for Jesse James Hollywood is arrested. Prosecutors believe that that was the hand of his father. That was Jack Hollywood keeping Jesse under the radar. It seemed like every time we got to where he was gone again, and we dismissed him on several occasions in several states, in fact out of the country as well. Investigators say Hollywood took off after the body was found, and soon he was the youngest person to make it onto the FBI's most wanted list. Ils ont tué mon fils pour 1200 $. J'ai adoré cet enfant. Chaque jour que Dieu me donnait de vivre. Et je n'avais pas peur de lui montrer. I'd say, because a lot of things we're dealing with emotions, right? Mm-hmm. And as a male, I don't know if you have a father figure or you don't, or it's a stepfather or it's an uncle or it's somebody, it's like, we're taught to be stripped, you know what I mean? It's not okay to feel that way. Be a fucking man, stand up. When we're kids, we have those reactions, those emotional reflexes, and we've got to start thinking about having responses. We've got to have a consistent
considered action. We can't just react to things. We look for this reward factor on power, respect, money, women. All these things are this reward factor, instant gratification. We got to exchange those with positive precepts, and that's what it is. Taking your destructive self-will and replacing it with positive precepts. Ce qui est brillant avec Alpha Dog, c'est que le film n'est jamais manichéen. Ce n'est pas un film pour faire peur, comme il y en a des tonnes d'autres. C'est un long métrage qui pousse à la réflexion sur comment on peut faire pour que cela n'arrive plus. Car ce n'est pas tant la violence de nos films, de nos jeux vidéo ou la musique qu'on écoute le problème. Après tout, moi aussi j'aime ça et j'ai grandi avec. Mais Alpha Dog, lui, m'a permis de voir le revers de la médaille. Et qu'au contraire de Jesse James Hollywood et sa bande, ma virilité ne repose pas sur mon aptitude à cacher mes émotions, mais bien au contraire, celle de les assumer. C'était Ace Modé, à la prochaine. Merci à tous qui restaient jusqu'à la fin. Je vous rappelle que YouTube a fermé et que maintenant le financement participatif passe par KissKissBankBank ou bien le bouton rejoindre sur YouTube. Je vous remercie encore une fois de votre soutien, de vos partages, vos likes, vos commentaires, etc. Et je vous dis à très bientôt.